Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, l'escalade de la violence en Israël et ses dommages collatéraux. Si les attaques terroristes nuisent à l'activité et à la croissance israélienne, elles pourraient porter le coup de grâce à une économie palestinienne très dépendante d'Israël et de l'aide extérieure. Que se passerait-il en cas de bouclage total des territoires sous contrôle palestinien? Explication dans un instant. Et puis c'est le pays le plus isolé de la planète. La Corée du Nord a fêté le week-end dernier les 70 ans du parti unique. Spectacle impressionnant, mais d'où vient l'argent dans ce pays à la fois pauvre et puissance nucléaire? Nous nous intéresserons à la classe moyenne qui émerge dans la capitale, avec aussi un gros plan sur le modèle économique nord-coréen. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. L'actu éco-international avant tout cela. Et d'abord, ce qui est devenu hier la troisième plus grosse fusion-acquisition de l'histoire. Le groupe belgo-brésilien AB InBev, leader mondial de la bière, absorbe son rival et numéro 2, l'américano-sud-africain SAB Miller, pour un montant de 106 milliards de dollars via une OPA, avec une prime d'environ 50%. AB InBev, 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 13 milliards de profits annuels, et notamment propriétaire des marques Corona, Stellar, Bex ou Hoegaarden. SAB Miller affiche lui 22 milliards de chiffre d'affaires. La nouvelle entité pèsera 250 milliards de dollars en bourse et contrôlera le tiers du marché mondial, avec l'ambition notamment de conquérir les nouveaux marchés en croissance comme l'Afrique. En Europe, l'Allemagne n'aime pas la politique monétaire accommodante de la BCE. Wolfgang Schäuble l'a répété hier. Le patron des finances allemandes estime que l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt pénalise les épargnants et les retraites. La Banque centrale européenne a maintenu le mois dernier son taux directeur à son plus bas historique, 0,05%, en laissant tourner dans le même temps la planche à billets pour tenter de relancer l'inflation. Nous sommes dans une période de faible taux d'intérêt qui se prolonge en Europe. J'entends toujours dire « je suis vraiment heureux » parce que cela signifie que, bien sûr, le budget fédéral paie aussi moins d'intérêts. Et cela est vrai. Mais je suis malheureux de ces faibles taux d'intérêt car ils sont à l'origine de nombreuses difficultés dans beaucoup de domaines, et en particulier les retraites. Un mot de la production industrielle en zone euro qui a reculé au mois d'août de 0,5% après un rebond de 0,8% le mois précédent. En revanche, sur un an, on reste sur une progression de 0,9%, mais c'est en dessous des attentes. En France, les chiffres de l'inflation pour septembre, inflation stable et nulle en rythme annuel, comme en août, et elle est même négative si l'on regarde d'un mois à l'autre, moins 0,4% pour les prix à la consommation, tirés vers le bas par l'énergie et par la forte baisse aussi des tarifs dans l'industrie du tourisme. L'inflation toujours, mais cette fois du côté de l'Asie. Rien ne s'arrange pour la Chine. La hausse des prix à la consommation est retombée en septembre à plus 1,6% seulement, contre 2% le mois précédent. C'est en dessous des prévisions, en dessous aussi de l'objectif, 3% fixé par le gouvernement. Et c'est surtout un indice de plus que Pékin est bien sous la menace aujourd'hui d'une spirale déflationniste sur fond de sérieux ralentissement de la croissance. La faiblesse de la demande interne et externe entraîne surproduction et endettement grandissant des industries chinoises. Et puis la Chine qui s'invite aussi dans le débat du référendum britannique pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, un vote prévu pour 2017. Et clairement, Pékin ne souhaite pas voir Londres se séparer de Bruxelles, le Royaume-Uni n'étant pas opposé à l'idée d'un libre-échange entre l'Europe et la Chine. On écoute ce haut diplomate chinois qui s'exprimait en prélude à la visite en Grande-Bretagne du président Xi Jinping. Ce sera la semaine prochaine. Le Royaume-Uni est un membre important de l'Union européenne et défend toujours une position de libre-échange. Il a toujours été favorable à la réalisation d'études de faisabilité conjointe en vue d'une zone de libre-échange Chine-Europe. Nous espérons que le Royaume-Uni continuera à jouer un rôle positif dans les questions internes de l'Union européenne et poussera en faveur des exportations de haute technologie vers la Chine, tout en restreignant l'usage de recours commerciaux contre la Chine. Et on se penche à nouveau sur les conséquences de la vague de violence qui a frappé Israël ces derniers jours. Le gouvernement Netanyahou autorise la police à boucler des quartiers arabes de Jérusalem d'où proviennent de nombreux terroristes impliqués dans les récentes attaques. Yitzhak Herzog, le leader de l'opposition travailliste, préconise même le bouclage total des territoires sous contrôle palestinien. Alors quelles seraient les conséquences pour l'économie palestinienne? C'est un scénario que décrypte Anthony Lesme. Attaque au couteau, voiture bélier, fusillade. Israël a connu une journée noire ce mardi 13 octobre. Se profile une éventualité si les violences perdurent, le bouclage des territoires palestiniens. Une telle mesure minerait les échanges de marchandises et pourrait asphyxier une économie très dépendante à Israël.
En effet, les 3/4 des échanges palestiniens sont réalisés avec l'État hébreu et selon des économistes israéliens, entre 20 et 25% des revenus palestiniens sont créés en Israël. Près de 100 000 Arabes de Cisjordanie travaillent de l'autre côté de la ligne verte, principalement dans les secteurs du BTP et de la restauration. Sans qu'aucune mesure officielle n'ait été prise, les permis de travail donnés au jour le jour sont déjà plus difficiles à obtenir. Des chantiers sont partiellement ou complètement suspendus, en particulier à Jérusalem. Sont menacées aussi de restrictions d'activité en cas de bouclage des territoires les zones industrielles israéliennes en Cisjordanie. 30 000 Palestiniens ont des emplois directs et 10 000 autres indirects. Un manque à gagner pour une population déjà impactée par un chômage supérieur à 21%. Problème, l'autorité dirigée par Mahmoud Abbas doit déjà gérer un État à l'endettement très préoccupant. Un État gagné par une corruption endémique. En 2014, le budget palestinien a accusé un déficit total, avant aide externe, de près de 12% du PIB. Les fonctionnaires sont 15 fois plus nombreux qu'en 2014 et représentent la moitié des dépenses publiques, soit 4 milliards de dollars. Sans les subsides de la communauté internationale, l'économie locale s'effondrerait. Pour l'heure, Binyamin Netanyahou souhaite éviter le bouclage de la Cisjordanie, mais a concédé hier le renforcement des contrôles des quartiers est de Jérusalem. Nul doute que l'escalade actuelle de violences meurtrières risque d'entraîner un renforcement supplémentaire des mesures sécuritaires, un possible cycle infernal. Des postes de contrôle ont commencé à être installés ce mercredi aux accès des quartiers est de Jérusalem. Et cap maintenant sur l'Extrême-Orient et l'un des pays les plus pauvres et les plus isolés de la planète. La Corée du Nord abrite le dernier régime stalinien qui fête ses 70 ans et qui a fait étalage le week-end dernier de la force de son appareil militaire avec des défilés spectaculaires. Question, quel est l'avenir du modèle économique nord-coréen? Sommes-nous en train d'assister à une amorce de transition? Les autorités semblent en tout cas vouloir faire émerger une classe moyenne qui consomme presque à l'occidental. Laura Duhamel. Pour beaucoup, la Corée du Nord, c'est ça. Des défilés militaires à perte de vue et un système communiste puriste. Pourtant, de plus en plus de signes laissent penser que le pays le plus fermé du monde cherche à sortir de son isolement et amorce des réformes qui le placent sur la voie chinoise. Cette nouvelle orientation économique est tangible à Pyongyang, où une classe moyenne est timidement en train d'émerger. Un phénomène qui reste toutefois difficilement évaluable. L'économie de marché nord-coréenne du XXIe siècle ressemble à la vie de couple à l'époque de la reine Victoria, au pouvoir de 1837 à 1901, marquée par de nombreux tabous sur le sexe. Tout le monde le pratique, mais personne n'en parle. C'est après la grande famine des années 90, qui aurait fait près d'1 million de morts, que le régime a cherché à combiner planification centralisée et économie de marché. Cette économie parallèle représenterait 1 à 3 milliards de dollars en 2013 et a favorisé l'émergence d'une petite classe moyenne. Cette dernière bénéficie de l'appétence de Kim Jong-il pour les projets coûteux dans le secteur du divertissement. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, il aurait ainsi fait construire une station de ski et plusieurs parcs à thème. Un moyen aussi pour le régime d'engranger les devises étrangères dont il manque. Notre cher ancien maréchal a dit que nous devons faire de ce parc folklorique un très grand centre d'éducation pour élever les esprits, et c'est ainsi qu'il nous a donné l'ordre de construire ce type de simulation. Cette construction retrace des temps anciens et modernes de l'histoire de la Corée. Mais si une partie des Nord-Coréens découvre les joies de la consommation, la majorité de la population continue de vivre en deçà du seuil de pauvreté. Selon l'ONU, 1/3 des enfants souffrent de rachitisme et des millions de personnes vivent sous la menace d'inondations ou de sécheresse, faute d'infrastructures. De graves inégalités dans ce pays où le contraste est toujours saisissant avec son voisin du Sud. On va interroger Pierre Rigoulot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Corée du Nord, auteur notamment des aquariums de Pyongyang, paru chez Robert Laffont. Alors quand on observe les images de cette gigantesque parade militaire le week-end dernier à Pyongyang, on est tenté de se demander avec quel argent on finance de telles festivités. Et à plus forte raison, un programme nucléaire militaire et puis cette armée, plus d'1 million de soldats. Est-ce qu'il y a un vrai problème en Corée du Nord de répartition des ressources ? Oui, je crois que vous avez posé la question et donné la réponse, parce que c'est le problème de la répartition des ressources. L'armée, enfin le parti a une politique qui est the Army First. Ça s'appelle la doctrine du Seongun, et on considère que la Corée du Nord est une
forteresse assiégée, qu'elle doit être défendue, et la plupart des ressources du pays vont en effet vers l'armée. Alors les ressources, eh bien, ce sont les minerais que vend la Corée du Nord à ses voisins, et notamment à la Chine, surtout à la Chine. Ce sont les nombreux travailleurs nord-coréens un petit peu partout dans le monde, en Chine et au Moyen-Orient, qui envoient leur salaire, la totalité de leur salaire à l'État nord-coréen. Ce sont un certain nombre de trafics également qui sont dénoncés par la communauté internationale régulièrement, des trafics de drogue, des trafics d'armes, des fausses monnaies aussi qui sont de temps en temps découvertes, en particulier des dollars. Voilà à peu près ce qui arrive dans les... Ah puis alors il y a également l'aide de la Chine qui ne doit pas être oubliée. Et pour finir, il y a également d'autres ressources un peu... Alors justement, vous le disiez, il y a des richesses, hein, il y a le sous-sol nord-coréen qui serait riche en métaux précieux, vous le disiez. On parle aussi de pétrole potentiellement. Est-ce que c'est difficile d'attirer les investisseurs étrangers aujourd'hui dans ce pays ? C'est pas très facile, mais bon, ce n'est pas impossible. Je veux dire que pour le moment, la zone quand même n'est pas sûre. La Corée du Nord et cette formidable parade du 70e anniversaire l'a montré. Ce pays se montre particulièrement soucieux de s'armer, les provocations à l'égard du Sud sont nombreuses. Il y a eu un bateau qui a été coulé il y a quelque temps. Il y a des tirs de missiles qui sont régulièrement organisés. On ne peut pas dire que ce soit un endroit particulièrement sain pour faire des investissements. Ouais. Alors, autre atout, vous l'avez mentionné d'ailleurs, de la Corée du Nord, c'est sa main-d'œuvre très éduquée, bon marché si on peut dire aussi. C'est le sous-traitant peut-être idéal pour la Chine, par exemple, c'est ça la perspective pour l'instant ? Pour le moment, c'est plutôt comme un pays du tiers-monde qui vend ses matières premières et qui n'a pas de quoi les transformer. On peut dire quand même aussi qu'il y a des tentatives du nouveau régime d'améliorer la situation économique, en particulier dans le domaine agricole. On a vu, depuis que Kim Jong-un est au pouvoir, des réformettes se mettre en place. Par exemple, les lopins de terre individuels qui existaient déjà du temps de l'Union soviétique ont été largement agrandis, ou bien les paysans des fermes collectives ne sont plus obligés de vendre à l'État la totalité de leur production. Ça a amélioré un peu la condition économique dans le domaine agricole, mais ça n'est pas formidable puisque cette année encore, on a vu baisser le niveau de rationnement des Nord-Coréens qui dépendent tous d'un système de distribution de la nourriture. Donc, en dehors de Pyongyang, qui est quand même la vitrine, et c'est elle que nous avons vue lors de cette parade, la situation n'est pas bonne et la disette existe dans les campagnes. Ouais, merci beaucoup Pierre Rigoulot pour ces éclairages. On aura compris, tentative d'ouverture de ce régime qui a constaté les carences de son modèle. On passe tout de suite au Media Watch. Canal+, à la une aujourd'hui de la revue de presse Écho. Bonjour Léa Volbert. Bonjour. Rien ne s'arrange pour la chaîne, cryptée ou semi-cryptée plutôt. Exactement, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouveau grand patron du groupe Canal n'a pas peur des mots. Il a été auditionné le 24 septembre dernier devant le CSA et il a déclaré « Il faut sauver Canal+. » Alors le sauver de quoi ? Eh bien le sauver d'un éventuel déficit en 2016, et Bolloré d'ajouter « L'enjeu, c'est la disparition de Canal+, ni plus ni moins. » Alors on se demande évidemment comment un tel géant du paysage audiovisuel pourrait sombrer si rapidement. Il faut surtout savoir que le groupe est largement bénéficiaire depuis 2003.
mois chaque année, il dégage près de 600 millions d'euros de bénéfices. Seulement voilà, les temps changent et les prix des droits de diffusion de la Ligue 1, entre autres, augmentent un peu plus d'année en année. Et parallèlement, le niveau de vie des Français, lui, s'amenuise toujours un peu plus. Alors bien sûr, les abonnés de Canal+ sont majoritairement des CSP+, mais voilà, Vincent Bolloré envisageait tout de même une baisse des tarifs mensuels et depuis la création de la chaîne en 1984, ça n'est jamais arrivé. Pour cause, une baisse de 5 € du prix de l'abonnement coûterait au groupe 350 millions d'euros. Oui, quand même. Et puis Facebook, Léa, qui propose une nouvelle fonctionnalité, une de plus. Exactement, comme vous l'avez dit, encore une nouvelle fonctionnalité de Facebook, la dernière en date, qui est actuellement expérimentée aux États-Unis. Elle s'appelle tout simplement Shopping. L'idée, c'est que chaque commerce qui a sa page Facebook vende directement sur le réseau social. Alors, c'est pas moins de 54 millions de sociétés qui ont déjà leur page Facebook, des boutiques de vêtements, des groupes agroalimentaires ou encore la grande distribution, tout y passe. On attend donc ce nouvel icône acheté qui arrivera bientôt, peut-être en France. Peut-être de plus pour Amazon. Merci beaucoup Léa, à très bientôt. C'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie le Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.